J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à la diplomatie. À l'heure de Donald Trump, faut-il encore considérer les États-Unis comme un allié? Comment le business permet d'expliquer certains choix du président US? L'Europe peut-elle s'émanciper de la tutelle américaine et résister à la Russie et à la Chine? Avant d'en débattre, premier constat en images, quand Donald Trump méprise les Nations Unies au point de créer son Conseil de la paix. Gaspard Bunel. Une charte historique, fièrement brandie. Le 22 janvier dernier, Donald Trump acte la naissance de son nouveau Conseil de paix, une nouvelle institution mondiale avec pour objectif la résolution des conflits dans le monde. Ticket d'entrée pour y siéger, $1 milliard. Ce conseil a la possibilité d'être l'une des institutions les plus influentes jamais créées. Et c'est un immense honneur pour moi d'en être le président. J'ai été très honoré lorsqu'on m'a demandé d'assumer cette fonction. Si environ 35 pays comme l'Argentine, la Hongrie ou le Maroc ont accepté d'y participer, de nombreux autres dirigeants, notamment les membres permanents de l'ONU, ont refusé l'invitation. Une réorganisation de la diplomatie internationale perçue d'un mauvais œil par les homologues de Donald Trump, qui voient en ce conseil un rival des Nations Unies. À un moment où nous avons le plus besoin de la coopération internationale, nous semblons être les moins enclins à y recourir et à y investir. Certains cherchent à sonner le glas de la coopération internationale, mais je peux vous assurer que nous n'abandonnerons pas. Depuis plusieurs mois, Donald Trump critique les Nations Unies, notamment pour leur inefficacité à résoudre des conflits. Et le patron de la Maison-Blanche va même plus loin en accentuant la pression financière. Il refuse d'honorer certains paiements obligatoires et réduit les financements américains à certaines agences de l'ONU. Il faut rappeler que les Américains, à peu de choses près, payent près d'un quart du budget des Nations Unies. Donc s'ils s'arrêtent de payer, ceci a un effet d'entraînement sur les autres payeurs qui se disent pourquoi paierions-nous alors que celui qui est le pourvoyeur majeur ne paye plus. Avec ce Conseil de paix, il s'oppose directement au multilatéralisme souhaité par les membres de l'ONU. L'ONU l'embête beaucoup. L'embête pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça peut être un contre-pouvoir et tout simplement parce qu'il ne peut pas décider tout seul. Lui, il organise le déséquilibre du monde. Alors que les États-Unis ont annoncé quitter l'OMS, une réunion de lancement de ce Conseil. On analyse ce chamboule-tout diplomatique depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. J'accueille Philippe Etienne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes ancien ambassadeur de France auprès de l'Union européenne, en Allemagne, aux États-Unis, et vous publiez le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est aux éditions Talendier. Muriel Domenac, bonsoir. Bienvenue, ancienne ambassadrice également, ancienne ambassadrice de France à l'OTAN, intervenante en lycée dans le cadre du programme Au contact citoyen-citoyenne, et ce sera évidemment l'un des thèmes qu'on abordera dans ce débat. Anne-Cécile Robert, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes journaliste au Monde diplomatique, enseignante à Paris 2, et vous publiez Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales aux éditions Armand Collin. Et Anne-Charlène Bézina, évidemment, est restée à mes côtés. Toujours constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public. Alors, on a ouvert ce débat par un sujet sur les Nations Unies, Donald Trump et les Nations Unies. Philippe Etienne, alors cette question, c'est un peu une tarte à la crème sur l'utilité de l'ONU, mais à l'heure d'un Donald Trump numéro 2, d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec les attaques de Donald Trump contre l'institution, à quoi servent encore les Nations Unies dans ce contexte particulier ? Alors vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que la capacité de la communauté internationale, avec Donald Trump et quelques autres d'ailleurs, les vétos d'autres puissances au Conseil de sécurité, à résoudre les problèmes qu'on a en commun, elle diminue. Mais par contre, la taille des problèmes communs qu'on a à résoudre, elle augmente. La mondialisation des problèmes, ça continue, ça accélère même. La mondialisation des solutions, eh bien, on en a besoin. Regardez le climat, regardez la santé, les risques de pandémie. Et souvent, on réduit un peu trop la question de la capacité des Nations Unies à fonctionner. Les Nations Unies, c'est beaucoup d'autres organisations. Et actuellement, c'est vrai, avec le retrait financier dont votre reportage parlait des États-Unis, on a d'immenses problèmes devant lesquels on est. Je prends l'exemple de la santé publique. Ce n'est pas parce qu'il y a ce retrait que les problèmes n'existent plus. On a vu les risques de pandémie. Donc je crois que le devoir de la communauté internationale, et là je pense à ce qu'a dit le Premier ministre canadien Mark Carney à Davos, par exemple, en appelant de ses voeux de nouvelles coalitions, eh bien, c'est d'affronter ces problèmes. Moi, j'ai été au conseil d'administration du Fonds mondial contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose au nom de la France dans les années 2000. Ce sont des succès considérables. On a sauvé des dizaines de millions de vies.
Il faut mais c'est vrai que le retrait américain, notamment de l'aide humanitaire internationale, en ce moment, toutes les associations alertent sur l'effet direct en nombre de morts, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que face à ces problèmes, c'est pas le moment d'abandonner les Nations Unies. Au contraire, je suis d'accord avec vous. Il faut au contraire les soutenir, et il faut penser à ce que les Nations Unies font déjà, et pas seulement dans le domaine de la sécurité internationale. Muriel Domenech, l'attaque de Donald Trump, ça va jusqu'à ce conseil pour la paix. Alors je ne sais pas comment vous l'analysez. Moi, j'y vois un baromètre de l'ego de Donald Trump qui peut évaluer le degré de flatterie de celles et ceux qui siègent à ce conseil pour la paix. Comment vous l'analysez, cette initiative du président Trump ? C'est l'idée qu'on fait ce dont on a la capacité. Et quand on est très puissant, on peut changer les règles. Alors le problème, c'est qu'il y a quand même un monde, une réalité qui s'impose au président Trump. Et en l'occurrence, ce Conseil de la paix, ça ne s'est pas soldé par un succès éclatant. Donc ça montre quand même les limites. Il y a eu des résistances, on va dire ça comme ça. Ça montre les limites du déni de réalité, mais ça montre aussi le réflexe de prédateur que décrit bien Giuliano d'Ampoli dans son livre L'heure des prédateurs, où il cite le duc de Saxe disant « Pourquoi serais-je le duc de Saxe si je devais considérer ?» Et si je devais me plier à des règles communes. Donald Trump considère que les règles communes, ça entrave la puissance américaine. Et il considère qu'une puissance, ça ne s'empêche pas. Pour filer un peu la métaphore de Camus. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il considère qu'un homme, ça ne s'empêche pas. C'est aussi la puissance de son discours masculiniste. Alors, on parlait de finances et de finances de l'ONU dans notre sujet d'ouverture, Anne-Cécile Robert. On en est où? Parce que les États-Unis, c'est un gros contributeur. Ils ont payé, ils n'ont pas payé. Ils ne sont pas les seuls à avoir une ardoise aux Nations Unies, il faut le dire. Écoutez, il faut suivre un peu ce feuilleton à suspense, puisqu'effectivement, ils ont beaucoup d'arriérés de paiement. Ils représentent un quart du budget de l'ONU. Mais il y a 2 jours, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU annonçait qu'ils allaient payer quelque chose. D'accord. Donc là, c'est typique de Donald Trump. Je commence par taper, et puis ensuite, je reviens. Ce qui est une façon de reconnaître que l'ONU peut encore lui servir ou servir aux États-Unis. Exactement, et c'est aussi un test pour nous. Parce que Donald Trump soit un type brutal et méchant, c'est une donnée. Mais nous, que faisons-nous en face, nous, c'est-à-dire les Européens, les Français, et malheureusement, personne pour l'instant n'est prêt à combler le trou. Et même nous-mêmes, nous diminuons notre aide au développement. Donc, on est fort en parole, mais en acte, on n'est pas là pour venir au secours de l'ONU, et pas non plus, d'ailleurs, toujours avec une très grande cohérence pour défendre le droit international. Anne-Charlène ? Oui, moi, ce qui me semble aussi, ce qui est important, c'est de voir l'acteur américain en tant que tel. C'est-à-dire que pour l'ONU, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que l'ONU était jusqu'à présent même un vecteur de la puissance des États-Unis. Rappelons-nous du discours de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie en 2022, peu après l'annexion de l'Ukraine, où il dit finalement l'ordre onusien, nous, on va le rejeter puisque c'est l'ordre de l'envahisseur. Pour nous, ça n'a jamais servi que les intérêts des États-Unis. Et au fond, ce sont ici les États-Unis qui prétendent que l'ONU ne sert plus les intérêts des États-Unis. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on a le premier acteur qui lâche son bébé en quelque sorte. Et je pense que c'est ce choc-là dont on a du mal à se remettre. Effectivement, avec ce chamboule-tout dont on parle, c'est le titre qu'on a choisi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump bouscule un certain nombre de codes de la diplomatie. Comment ne pas revoir cette séquence du 28 février 2025 ? On est dans le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington face à Volodymyr Zelensky. Vous n'êtes pas dans une très bonne posture en ce moment. Vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Depuis le début de la guerre, depuis le tout début de la guerre. Vous n'êtes pas dans une bonne posture. Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, je ne joue pas aux cartes. Je suis très sérieux. Vous jouez aux cartes, vous jouez aux cartes. Je suis un président en guerre. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays, ce pays. Je ne vous manque pas de respect. Nous vous avons aidé bien plus que beaucoup de monde pense que nous aurions dû. Est-ce que vous avez dit merci? Très souvent, oui. Une seule fois pendant toute cette réunion. Et même encore aujourd'hui. Vous êtes allé en Pennsylvanie et avez fait campagne pour l'opposition en octobre. Ayez quelques mots de gratitude pour les États-Unis d'Amérique. De quoi parlez-vous? Et le président qui essaie de sauver votre pays.
Voilà, les derniers mots de Jill Evans, évidemment, le vice-président américain. En revoyant cette séquence, Philippe Etienne, je me suis dit, des séquences comme ça, peut-être que vous en avez vécu ou que ça existe entre chefs d'État, mais jamais devant les caméras. C'est-à-dire que Donald Trump, là, il transforme le bureau ovale en scène de télé-réalité, d'une certaine façon. Oui, c'est un homme de télé-réalité. Oui. Il ne faut jamais l'oublier quand on doit comprendre le comportement de Donald Trump. Mais cette scène, comme vous l'avez dit, elle est quand même unique dans sa violence. Même en dehors des caméras. Non, en dehors des caméras. Enfin, même en dehors des caméras, oui. Mais enfin, c'est vrai, effectivement, quand ce n'est pas public, les gens peuvent s'expliquer. Oui. Mais là, il y a une volonté de rabaisser, d'humilier. Bien sûr. Moi, j'ai souffert en voyant cette scène. Mais rétrospectivement, je me demande qui en a le plus souffert. Pour la réputation des États-Unis, c'est quand même une scène terrible. Voilà, donc elle confirme effectivement les méthodes de cette administration. Par la suite, Dieu merci, notamment grâce à l'action des dirigeants européens d'ailleurs, dans les semaines qui ont suivi, les États-Unis et l'administration de Donald Trump et Donald Trump lui-même sont revenus à une position, on va dire, plus équilibrée. Ça ne veut pas dire que l'objectif ne reste pas pour le président américain de terminer aussi vite que possible cette guerre et de nouer une relation disons, fructueuse avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais malgré tout, heureusement, après cette scène dont on craignait le pire, les choses se sont un peu rééquilibrées. Et Anne-Cécile Aubert, qu'est-ce qu'on peut dire de l'entourage diplomatique de Donald Trump ? C'est-à-dire que, à quel point un moment comme celui-là, il est improvisé, préparé, il a des conseillers qui essayent de le calmer ou pas. Qu'est-ce qu'on en sait de ça ? En fait, on ne sait pas grand-chose, sauf que ces gens prennent assez peu de précautions, en particulier avec le droit, parce que ce qui est nouveau, en fait, dans l'attitude des Américains, c'est qu'ils ne prennent même pas la peine de construire des argumentaires juridiques. On a eu dans le passé des gens comme Ronald Reagan, comme George W. Bush, qui pouvaient violer le droit international, mais ils essayaient de construire un argumentaire, au moins pour avoir l'air d'avoir l'air et de respecter le cadre. Là, on est face à des gens qui ne prennent pas cette précaution, et c'est quand même très important de noter, c'est une chose de violer une règle, c'en est une autre de dire qu'elle n'existe pas. Et ce qui est très inquiétant, c'est que face à cette disparition de la règle, je trouve que la réponse de ceux qui sont supposés défendre le droit et l'état de droit est vraiment très molle, et qu'en particulier, on est capable dans certains cas, comme face à la Russie, de rappeler le droit international, et on a raison, parce que l'agression de l'Ukraine par la Russie est une violation gravissime du droit international, mais on est beaucoup plus mou quand c'est Netanyahou à Gaza, et donc on entretient quelque part nous-mêmes la fragilité du système, et on autorise des brutes à aller encore plus loin, puisque nous-mêmes, on n'est pas capable d'être constant, cohérent, et dire le droit à chaque fois qu'il est violé partout, quels que soient ceux qui le violent. Muriel Domenech, c'est vrai qu'il y a cette notion de brutalité. Hein. Là, on vient d'en voir une démonstration voilà, en mondovision. Comment un diplomate s'adapte à une telle brutalité ? Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, cette scène, elle a énormément frappé nos compatriotes. Moi, je le vois en intervenant dans des lycées. Les jeunes ont retenu cette humiliation et ont compris, en première, en terminale, dans les classes où j'interviens, que on est, nous, Européens, dans une situation de solitude stratégique face à une menace russe, face à un allié américain dont la protection est, on va dire, incertaine. Et ils ont compris, finalement, la situation où on se trouve, c'est-à-dire où on n'est plus en paix, on n'est pas en guerre non plus. Et je vous rejoins évidemment, Madame Robert, sur le thème classique du double standard. C'est d'ailleurs des questions que les jeunes nous posent. Pourquoi on condamne et on agit face aux violations du droit international par la Russie et pas assez face à celles de Netanyahou. Je voudrais dire quand même que c'est notre responsabilité à ceux d'entre nous qui comprenons les questions internationales de faire comprendre la notion de menace. Voilà, une politique étrangère, ça sert des intérêts, et les intérêts sont articulés autour de la protection des Français, d'abord et avant tout. Vous voyez, et donc évidemment que, outre évidemment que la situation de Gaza n'est pas comparable à celle de l'Ukraine, l'agression de l'Ukraine est totalement unilatérale, non provoquée, etc. Donc on ne peut même pas dire, vous voyez, d'une certaine manière que la situation est complexe. Là, c'est une agression massive, etc. Bon, mais comprendre que cette agression, elle s'adresse à nous, et ça retire rien à la question des droits.
ça ne retire rien à ce qu'on devrait faire sur d'autres théâtres, mais je crois que c'est important que les jeunes, parce que c'est la vérité, comprennent ce qui les concerne, et c'est le devoir que nous avons et qui ne retire rien à la défense des droits par ailleurs. Je repose la question de la brutalité, Philippe Etienne. Le rôle d'un diplomate, c'est quoi? C'est quand même... Alors, vous allez l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais c'est d'accepter l'autre, d'accepter de lui parler, d'accepter qu'il ait une culture, une vision différente. Comment on s'adapte à un interlocuteur qui est censé être son allié et qui est aussi brutal? Bon, d'abord, on doit s'adapter à son interlocuteur de toute manière, et c'est pas la première fois qu'on a des interlocuteurs qui, à première vue, peuvent un peu dérouter. Deuxièmement, la diplomatie contient le rapport de force. Oui. Il y a toujours un rapport de force dans la diplomatie. Troisièmement, la diplomatie, quels que soient les interlocuteurs, ça reste quoi? Ça reste deux personnes, deux pays, deux interlocuteurs qui ne sont pas d'accord entre eux au début et qui acceptent de travailler ensemble pour trouver une solution, un compromis qui serait plutôt gagnant pour chacun d'entre eux. Le problème de l'administration américaine, même qu'elle le veuille ou non, c'est qu'elle doit, comme d'ailleurs Muriel l'a dit, le monde réel s'impose et elle doit travailler avec un certain nombre d'interlocuteurs, un certain nombre de problèmes. Pour moi, et là j'en viendrai à l'Europe très rapidement, le vrai sujet, c'est que là, avec ce président, cette administration des États-Unis, on est dans le rapport de force uniquement bilatéral et le jeu à somme nulle. Nous, ce qu'on fait depuis le début avec la construction européenne, c'est qu'on croit, et c'est aussi notre croyance dans le système de coopération internationale, qu'on peut trouver des solutions qui finalement vont arranger tout le monde et avancer la solution de problèmes communs. Donc il y a un problème de philosophie, et je crois que l'Europe, certes isolée désormais, a quand même la possibilité de trouver quelques alliés. Elle est isolée face à qui? Face à la Russie, face à la Chine, face maintenant aux États-Unis. Mais il y a quand même dans le monde beaucoup de gens qui ont intérêt à garder ce système de coopération internationale. Bon, je pourrais aussi parler du double standard dont vous avez parlé, mais on y reviendra plus tard. Oui, peut-être. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir. Oui, il me semble que dans la politique de Donald Trump, il ne faut pas oublier que ce qu'il souhaite, c'est le protectionnisme, mais pas l'isolationnisme non plus. Donc il continue à avoir besoin de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est dans un système dont il ne peut pas divorcer complètement. Donc ça implique ce que vous disiez un peu, c'est stop and go, c'est-à-dire à la fois, je fais des annonces très fortes, mais on a évidemment toujours besoin de la diplomatie pour continuer à lui parler. Alors, on va parler de l'OTAN. Tiens, ouvrir un chapitre consacré à l'OTAN. Donald Trump qui ne rate pas une occasion de dire à quel point son pays est traité de manière injuste. Un exemple récent, c'était lors d'une discussion avec le secrétaire général de l'OTAN il y a 3 semaines. Les États-Unis sont traités de manière très injuste par l'OTAN, je tiens à vous le dire. Quand on y réfléchit, personne ne peut le contester. Nous donnons tellement et nous recevons si peu en retour. Je critique l'OTAN depuis de nombreuses années, et pourtant j'ai fait beaucoup plus pour aider l'OTAN que n'importe quel autre président, que n'importe qui d'autre. L'OTAN n'existerait pas si je ne m'étais pas impliqué lors de mon premier mandat. La guerre avec l'Ukraine en est un exemple. Alors, il était à Davos, il y avait Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Muriel Doménac, il y a une formule pour qualifier la façon dont Mark Rutte interagit avec le président américain, c'est comme la diplomatie de papa, la daddy diplomatie. Parce qu'il le surnomme ou il l'a surnommé papa. Mark Rutte a cru bon, effectivement, lors du dernier sommet de l'OTAN à La Haye, de se référer au président américain devant lui en conférence de presse. C'était un peu une scène qui a marqué tout le monde. Donc, pas dans un échange en tête-à-tête, mais devant les caméras, de se référer au président Trump comme daddy. Et une autorité légitime à réprimander un petit peu ses vassaux. Donc, évidemment, je crois que Mark Rutte n'est absolument pas dupe. Et qu'il cherche à flatter le président Trump pour arrimer dans son esprit la garantie de sécurité américaine. C'est pas sûr, d'une part, que ça marche sur la forme, puisqu'on voit que le président américain est extrêmement critique de l'OTAN, dont il parle d'ailleurs à la 3e personne du singulier. C'est sidérant pour quiconque a servi à l'OTAN d'entendre le président des États-Unis, c'est-à-dire le pays actionnaire majoritaire quand même de l'Alliance Atlantique, parler de l'OTAN comme une entité extérieure. Bon, et puis
puis sur le fond, les États-Unis, et ils l'ont dit assez clairement dans la stratégie de sécurité nationale et encore le mois dernier dans la stratégie de défense nationale, n'identifient pas la Russie comme la menace majeure qu'elle constitue pour nous. On revient à la notion de menace parce que c'est bien ce qui nous préoccupe au sens fort en ce moment. Et d'autre part, ils voient le monde, à certains égards, de manière convergente avec la Russie. Et enfin, ils ont tendance à considérer les Européens non seulement comme des vassaux, potentiellement comme des proies, mais aussi comme des adversaires idéologiques. Donc, évidemment, c'est un bouleversement de notre monde et un basculement de notre diplomatie. Alors, il y a quand même un effet positif, Anne-Cécile Robert, c'est que ça oblige l'Europe à se réveiller, ou en tout cas à afficher un réveil, avec des dépenses militaires en hausse, puisque les États-Unis menacent de moins payer, il va bien falloir compenser. Donc ça, c'est en cours, et on peut mettre ça d'une certaine façon au crédit du président américain. On aimerait que l'Europe se réveille. Je ne voudrais pas contredire mes camarades de plateau, mais je les trouve un peu encore très, très éblouis par cette défense d'une Europe qui, je suis désolée, mais quand elle pratique le double standard, elle se fragilise. Et l'idée qu'il y a une menace russe, mais il y a aussi une menace sur le droit international, il y a toutes sortes de menaces. Et notre incapacité à faire le deuil, c'est ce que disait Mark Carney dans son discours de Davos, le Premier ministre canadien, faire le deuil de ce monde qui n'existe plus, il n'y a plus d'Occident, il y a probablement plus d'axe atlantique, nous oblige à nous recentrer sur nous-mêmes et donc à assumer nos responsabilités. Et quand on voit que l'Europe n'est pas capable de, entre guillemets, pardon de la trivialité du terme, boucher le trou du déficit de l'ONU ou pas capable de mettre des moyens, alors quand tout s'effondre, ce qui va forcément avoir des conséquences sur notre propre sécurité. S'il n'y a plus d'organisation internationale, s'il n'y a plus d'organisation mondiale de la santé, etc., ça va revenir sur nous. Et là, je trouve qu'on est très loin de la prise de conscience qu'il faudrait, parce que l'argent, les moyens, la clarté de vision, elle n'est pas là. Alors, on va essayer de comparer. Allez-y. Oui, je crois qu'il faut quand même dire certaines choses. L'Union européenne, depuis longtemps, est le premier donneur d'aide international dans le monde. On ne peut pas accuser l'Union européenne de ne pas en faire assez. Évidemment, si l'Union européenne avait en plus beaucoup d'argent, mais il faut être réaliste, on n'a pas cet argent. Elle en a pour faire la guerre en Ukraine. L'Union européenne, on doit bien soutenir l'Ukraine qui est agressée par la Russie. Oui, mais c'est au détriment d'autres choses, c'est ça que je dis. Oui, on ne peut pas tout faire. Mais je pense c'est ce choix que je critique. Il faut dire au public qui nous écoute que l'Union européenne, l'Europe peut être fière d'être dans le monde de loin et depuis longtemps celui ou l'acteur qui donne le plus de financement à l'aide au développement, à la santé mondiale. Bien sûr, il faudrait combler ce déficit financier, mais on fait ce qu'on peut. Et l'important, je crois, c'est de garder, c'est de se battre avec d'autres pays dans le monde pour garder ce système de coopération internationale. Alors, on va essayer de comparer les deux mandats de Donald Trump, en tout cas son premier mandat et le début de son second mandat. Anne-Charlène, c'est ce que vous avez choisi de comparer. On commence par les points de continuité. Alors évidemment, le premier, il n'étonnera personne, c'est le America's First. Tout est pensé par rapport aux intérêts des Américains et à ce que donc l'action diplomatique ou pas va leur rapporter. Deuxième élément, toute réticence absolue d'ailleurs avec ce qui va concerner les alliances en règle générale. Les États-Unis se sont toujours mieux défendus tout seuls. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de la doctrine. Ensuite, troisième élément, la brutalité. On en a parlé, l'instabilité, la volatilité dans les relations internationales. Ça n'a pas changé puisque Donald Trump lui-même n'a pas tellement changé en réalité entre son premier et son deuxième mandat. Et puis, centralité, c'est toujours l'exécutif qui décide plutôt face au Congrès. Alors, on est passé assez vite sur les points de continuité. Vous vouliez insister sur les points d'évolution. Oui, moi j'aimerais insister sur le fait que Trump 2 me paraît vraiment un perfectionnement, voire même une forme de libération de ce qui était déjà contenu dans Trump 1. Trump 1, c'est quoi? C'est la rupture des alliances, mais sans aller jusqu'à les détruire de l'intérieur. Retrait des accords de Paris, de l'UNESCO, mais bon, voilà, on est quand même dans la continuité de tergiversation assez historique au niveau des États-Unis. Trump 1, c'est aussi un entourage plus raisonnable. Au niveau, par exemple, de l'ambassadeur auprès de l'ONU, on a des gens qui sont capables de parler à Trump. Lui-même, dans une conférence de presse, dit « J'ai été obligé de museler mes instincts à plusieurs reprises », ce qui l'amène, par exemple, à ne pas se retirer totalement et directement de l'Afghanistan dès l'accession à son mandat. Donc, on le voit, Trump 1, au final, c'est une volonté de rupture avec un discours très fort, mais limité à des aspects qui peuvent amener au long terme et donc qui amènent, en fait, de facto à rationaliser un peu.
Je pourrais citer beaucoup d'exemples, Irak, Syrie, à bord de la Russie où la présence militaire reste, accord de Paris qui finalement ne se solde qu'en 2019, donc ça laisse un petit peu de temps. Voilà, on dit, c'est un théoricien américain qui dit que c'est entre Jackson, le nationaliste protectionniste, et Hamilton, qui était très pragmatique et plutôt flexible. Bon, ça c'est le Trump 1, sauf que le Trump 2, vous dites c'est quoi? C'est une accélération, c'est ça? Trump 2, c'est XXL, c'est en quelque sorte la diplomatie de l'instinct de survie avec cette idée de la rupture totale, cette fois-ci, avec l'ordre international. On n'y fait plus même référence une seule fois dans le document de sécurité intérieure de 2025, International Law, où tous ces éléments-là n'apparaissent pas. Des actions qui sont délibérément contraires à l'ordre international. Alors là, pour moi, il le manipule en réalité puisqu'il va faire primer sans arrêt les éléments du droit constitutionnel américain. Typiquement, le Venezuela, c'est de l'action antiterroriste. Donc, America's First à nouveau. Globalisation de l'action de retrait, puisque là, cette fois-ci, c'est refonder l'ONU, refonder l'OTAN. Donc, on est vraiment dans du retrait absolu. Et abandon de l'Union européenne, notamment, c'est-à-dire même plus finalement changer d'alliance ou lâcher quelques éléments. Mais voilà, on pense évidemment au discours de Vance. C'est une forme de fin du discours protecteur mondial. Alors, les conclusions, quelles conclusions vous en tirez? Moi, j'en tire que Trump 2025, c'est pire qu'avant, en quelque sorte, puisqu'il s'est promis d'être en totale rupture avec les années Obama-Biden en plus, donc ça l'amène à une forme de radicalisation de sa position. Mais je me demande si ça ne le rend pas plus prévisible. Et je me suis référée à un discours d'Angela Merkel en 2015 déjà, qui disait, bon, il faut s'habituer à un nouveau monde. Et moi, je me demande jusqu'à quand on va s'habituer à ce nouveau monde, puisque utilisons au moins nos recettes de 2015 en 2025 pour essayer d'avancer et de peut-être prévoir ce qui pourrait se passer. Plus de diplomatie, plus de droits. C'est, à mon avis, la seule solution pour lutter contre la volatilité des US face aux années qui nous restent de Trump 2 et peut-être pour préparer Trump 3. Allons bon. N'oublions pas. Normalement, c'est pas possible. C'est la constitutionnaliste qui le dit, mais on n'est jamais à l'abri. Avec Donald Trump, on n'est jamais à l'abri. Philippe Etienne, je rappelle que vous étiez en poste à Washington à la fin du premier mandat de Donald Trump. Est-ce que vous imaginiez qu'il pourrait pousser le curseur aussi loin quand même? En fait, j'ai connu tout le premier mandat de Donald Trump à l'Élysée puis à Washington, et j'ai vu l'élection de Joe Biden. Et j'étais à Washington à l'époque, et j'ai entendu le soupir de soulagement poussé par beaucoup d'Européens. Et l'attaque du Capitole. Et puis en fait, non, il n'y avait pas de soupir de soulagement à pousser parce que d'une part l'Amérique évolue et puis Trump est revenu. Oui. Et effectivement, tous les germes de Trump 2 étaient déjà sous Trump 1. Par exemple, il avait commencé à parler du Groenland. La différence, en effet, c'est qu'il était, à son élection 2016, entouré par une administration assez classique. Et les idéologues qui, à l'époque, étaient déjà là, lui n'est pas un idéologue, mais il est poussé par des courants, n'ont pas pu occuper des places à la Maison-Blanche et dans l'administration. Alors que pour l'élection 2024, cette fois, ils se sont préparés et ce sont eux qui sont là. Et je connais certains de ses collaborateurs actuels qui étaient déjà auprès de lui et qui jouent un rôle important, comme Stephen Miller, que j'ai connu quand j'étais ambassadeur à Washington. C'était à l'époque la plume de Donald Trump, je le connais, je lui ai parlé. Mais ils étaient très peu dans ce groupe vraiment radical auprès de lui. Tandis que là, ils occupent toutes les places. Et donc, tout ce qui était déjà un peu en germe, comme vous le dites très bien, se met en place sans aucune inhibition, de manière totalement ouverte. Et là où je vous rejoins aussi, c'est que finalement, là, les Européens n'ont plus aucune raison de dire que ça va revenir comme avant. Le monde a vraiment changé et c'est à nous, Européens, de réagir. Là où je suis un peu plus optimiste que vous, peut-être, c'est que je l'ai vu lors de la réaction sur le Groenland, par exemple, je sais que c'est ponctuel, que c'est pas une promesse de révolution, de souveraineté, mais malgré tout, on voit quand même les choses bouger aussi du côté de l'Europe. Ouais. Est-ce que cette administration Trump numéro 2, Donald Domenech, elle fait des erreurs? Je crois que vous avez en tête notamment une rencontre bilatérale avec des émissaires russes. Qui ils choisissent comme interprète? Un Russe, c'est ça? Ils choisissent un Russe comme interprète dont il apparaît que c'est un membre des services russes, évidemment. Bon, c'est l'intérêt aussi de travailler avec des diplomates professionnels. C'est que d'abord, ils ont le devoir de vous dire, a fortiori dans une démocratie, les choses et de vous dire que naturellement, dans une rencontre bilatérale avec un adversaire, l'adversaire va chercher à tirer parti de toutes les modalités de la rencontre, le protocole, l'interprétation, etc. Mais dans un régime
régime comme celui de l'administration Trump, où il y a une telle défiance envers les professionnels que sont les membres du département d'État et où il y a quand même un certain durcissement et une forme de dérive autoritaire, je crains que les fonctionnaires n'aient peur de dire la vérité. Et ça, c'est un problème. Vous savez, les régimes autoritaires, on les admire, notamment dans certains secteurs du spectre politique, en disant mais un peu plus d'autorité, ça permet davantage de verticalité dans la prise de décision, etc. On a plein d'exemples historiques qui montrent que dans les régimes autoritaires, la prise de décision n'est pas forcément rationnelle parce qu'on ment au chef. Et donc, oui, la rencontre en Alaska, mais d'autres rencontres bilatérales, elles semblent avoir été, disons, insuffisamment préparées ou pas très mal bien préparées. Il n'y a pas assez de bons spécialistes de la Russie. Voilà, donc c'est pas gagnant à tous les coups. Mais je voudrais vraiment rejoindre Philippe Etienne et tous ceux et celles sur le plateau qui insistent sur la nécessité maintenant pour les Européens de regarder les choses avec lucidité, d'agir en conséquence, de regarder la menace en face parce que oui, il y a une menace et il y a plusieurs manières de ne pas traiter la menace. Il y a le déni des Européens qui espèrent que tout reviendra à la normale avec les midterms ou que sais-je. Et puis, il y a finalement un double standard inversé qui consiste à dire finalement, pourquoi on ferait autant face à cette menace alors qu'on ne fait pas assez face à d'autres enjeux. Et je crois que dans un cas, le déni, comme dans l'autre, une forme de dénégation, on ne se rend pas service à nous-mêmes. On a des intérêts à défendre. C'est d'abord la responsabilité de l'État de protéger les citoyens. Je parle sous le contrôle de notre constitutionnaliste. Et on doit dire la vérité à nos compatriotes. Et donc les Européens, finalement, dans ce triangle entre la menace russe, le revirement américain et leur propre montée en puissance, il n'y en a qu'un qui maîtrise. C'est notre capacité à agir les yeux ouverts. Alors, je voudrais qu'on ouvre un chapitre, parce que si on parle diplomatie et Donald Trump, il faut forcément aussi parler business. Et on vous propose un zoom sur la famille Kushner avec Alexandre Poussard. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir. C'est une sorte de bras diplomatique, on va dire, de Donald Trump. Dans la famille Kushner, je demande d'abord le fils, qui s'appelle Jared Kushner, émissaire très actif de Donald Trump, notamment au Moyen-Orient. Jared Kushner, qui est aussi le beau-fils de Donald Trump, puisqu'il est marié à sa fille, Ivanka Trump, qu'on voit sur ces images durant le premier mandat de Donald Trump. Jared Kushner était son principal diplomate au Moyen-Orient. Il a d'ailleurs été à la conclusion des accords d'Abraham qui avaient normalisé les relations entre Israël et certains États arabes. Et entre 2020 et 2025, Jared Kushner a disparu des radars politiques. Il s'est retiré de la politique pour se concentrer sur ses affaires privées. Il ne faisait pas partie de l'administration Trump qui est revenue au pouvoir en janvier 2025. Et ce n'est que depuis l'automne dernier que Jared Kushner a fait son retour dans l'équipe diplomatique Trump et il participe à toutes les négociations importantes dans le sillage de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump. Par exemple, on le voit sur ces images, ce week-end, il était à Oman pour les négociations entre l'Iran et les États-Unis. En janvier dernier, Jared Kushner était à Moscou avec Vladimir Poutine pour parler du plan de paix de Donald Trump en Ukraine. Et puis en octobre 2025, il était dans la bande de Gaza avec l'armée israélienne puisqu'il s'est investi dans le plan de cessez-le-feu entre le Hamas et l'armée israélienne. La famille Kushner, qui est d'ailleurs proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Évidemment. Et alors forcément, on parle de mélange des genres, parce que Jared Kushner, il n'hésite pas à mélanger diplomatie et business. Oui, en 2021, après avoir quitté la Maison-Blanche, il crée son fonds d'investissement Affini Partners, qui doit servir, je cite, de faire un pont économique entre Israël et les pays arabes. Et là, il fait jouer à plein régime son réseau diplomatique pour faire des affaires, notamment avec l'Arabie Saoudite du prince Mohammed Ben Salman. Son fonds Affini Partners reçoit très vite 2 milliards de dollars de la part du fonds souverain saoudien, ce qui est un investissement majeur de l'Arabie Saoudite dans la finance américaine. Jared Kushner et ses alliés saoudiens lorgnent désormais sur la reconstruction de Gaza. En février 2024, le gendre de Donald Trump avait d'ailleurs déclaré dans une conférence à Harvard, je le cite, « Les propriétés situées en bord de mer à Gaza pourraient avoir une grande valeur ». Et ça, c'était avant le projet insensé, ubuesque de Donald Trump de faire une Riviera à Gaza.
Jared Kushner, qui est également le fils de Charles, homme d'affaires et diplomate à la fois, les deux à la fois. Ah oui, Charles Kushner a fait fortune dans l'immobilier dans le New Jersey. Il a été condamné pour fraude fiscale en 2005, puis gracié 15 ans plus tard par son ami Donald Trump, un ami qui l'a nommé l'an dernier ambassadeur des États-Unis en France. Mais ce n'est pas un ambassadeur comme les autres. Il bouscule complètement les protocoles, il se mêle des affaires intérieures de la France. Un exemple, le 25 août dernier, il a écrit un courrier directement au président de la République française, Emmanuel Macron, ce qui ne se fait pas normalement pour un diplomate, et il voulait dénoncer la montée de l'antisémitisme. Je le cite, « Je tiens à vous exprimer ma profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de votre gouvernement pour le combattre ». Un courrier qui a créé une crise diplomatique entre la France et les États-Unis. Charles Kushner a été convoqué immédiatement au Quai d'Orsay, convocation qu'il n'a pas honorée. Il est resté dans sa maison de vacances à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France. Donc le ton a tout de suite été donné par l'ambassadeur américain. Sa mission, l'an dernier d'ailleurs, en tant que proche aussi de Benyamin Netanyahou, était d'empêcher la reconnaissance de la Palestine par la France, en vain. Et il a réagi à cette reconnaissance par un tweet lapidaire. Jour de célébration pour le Hamas. Merci beaucoup Alexandre. Je voudrais quand même qu'on consacre un peu de temps, c'est pas le chapitre le plus important de notre débat, mais sur ce mélange des genres entre business et diplomatie. Anne-Cécile Robert, est-ce que c'est, alors c'est peut-être pas complètement inédit, mais à quel point c'est quand même surprenant, choquant, inédit pour un président américain et ses proches? À ce point-là, on a quelque chose effectivement de caricatural. On se croirait dans un sketch, un niveau comme ça de patrimonialisation du pouvoir, où on mélange les intérêts privés et les intérêts publics d'une manière aussi évidente et décomplexée, comme on dit maintenant, c'est assez inédit. Cela étant, on a tout un tas de cas, je ne vais pas plonger dans l'affaire Epstein, où on voit que le mélange des genres n'est pas complètement étranger au monde dans lequel on vit, à l'économie capitaliste, internationalisée, etc. C'est pas pour autant que c'est une bonne chose, et que peut-être en le montrant d'une manière aussi brutale, Donald Trump s'affaiblit. Parce que, quelque part, là, ça devient tellement énorme que c'est inadmissible, inacceptable, et que ça ne peut pas durer, quelque part. Ouais. Est-ce qu'il faut penser dollar, Philippe Etienne, pour comprendre la diplomatie de Donald Trump? Ou est-ce que c'est un peu caricatural de dire ça? Non, c'est pas caricatural, parce que lui-même, on parlait de sa dimension homme de spectacle, mais l'autre dimension, c'est l'homme de l'immobilier new-yorkais. Et d'ailleurs, Witkoff est quelqu'un qu'il a connu dans ces milieux. Et donc, pour lui, la négociation, ça a un sens. Il l'a lui-même pratiqué à New York. Et de là aussi, sans doute, ce mélange des genres. Moi, il se trouve que j'ai rencontré Jared Kushner lorsque j'étais ambassadeur au moment des accords d'Abraham. On ne peut pas lui nier à lui, personnellement, un certain talent, parce que les accords d'Abraham, c'était lui. Et le plan 20 points pour Gaza, c'est aussi largement Jared Kushner, je pense. Simplement, au début, effectivement, sur les accords d'Abraham, qui sont un vrai succès, je le répète, puisque c'est la réconciliation d'Israël avec plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, le Maroc et quelques autres, il pensait que le problème palestinien pourrait se résoudre par l'économie. Et ce qu'on a vu avec le 7 octobre et toutes les horreurs qui se sont passées ensuite à Gaza, c'est qu'en fait, on n'évacue pas le problème palestinien comme ça. Mais malgré tout, voilà, il a repris son bateau de pèlerin à la demande de son beau-père, alors qu'effectivement, il n'était pas revenu à la Maison-Blanche, comme ça a été dit. Il avait son bureau à la Maison-Blanche sous le premier mandat. Là, il n'est plus officiellement dans l'administration. Et donc, il y a eu de nouveau, finalement, entre guillemets, le plus grand succès, c'est dans la région qu'on le trouve. On verra si le plan en 20 points continue à se mettre en œuvre, parce qu'il n'y a que la première partie du plan qui a été mise en œuvre avec la libération des otages ou la restitution des corps des otages morts. Mais pour le reste, il ne connaissait pas du tout la Russie, et il a rejoint finalement Serge Witkoff, parce qu'on a vu, comme le disait Muriel, qu'il fallait quand même un tout petit peu de savoir-faire. Et on va voir, parce que face à Poutine, c'est quand même c'est assez dur de... Alors oui, ça, évidemment, il n'y a pas que les diplomates qui peuvent avoir du savoir-faire, mais est-ce que vous reconnaissez effectivement un certain savoir-faire au gendre de Donald Trump, en matière diplomatique?
Moi, je l'ai rencontré une seule fois dans une réception dans la galerie des peintures de la reine d'Angleterre en marge d'un sommet de l'OTAN qui avait été réduit à la portion congrue pour donner à Donald Trump la seule chose qu'il voulait, c'est-à-dire rencontrer la reine. Bon, ça en disait beaucoup. Et bon, certainement, il pense beaucoup de bien de lui-même, ce monsieur, et de sa capacité à atteindre des deals. Après, vous savez, comme disait Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on prenne une droite dans la figure. Bah oui, mais ça, c'est le problème aussi dans un monde qui s'est brutalisé. On est le plus puissant des parrains dans ce monde de brutes, et puis il y a des brutes quand même, et qui veulent pas forcément arrêter de se faire la guerre, donc c'est pas si facile. Donc voilà, je voudrais juste dire une chose sur la manière de traiter l'outrance de Trump, qui est quand même un levier dans sa diplomatie pour lui et pour son administration. C'est pas facile pour nous, et il y a évidemment un piège dans lequel on est d'ailleurs en train de tomber en ce moment, qui consiste à ne parler que de lui. Oui, c'est vrai mais ça c'est mon choix, je l'assume totalement. Parce que dans un débat comme ça, c'est vrai qu'on aurait dû beaucoup parler de la Chine, un peu de la Russie. Alors je voudrais quand même vous amener à saluer la manière dont, dans ce basculement pour la diplomatie française a su trouver un mode de gestion de l'outrance de Trump qui est assez malin, en vous renvoyant au compte French Response, qui, je trouve, parvient à sortir du piège entre ne rien dire face à l'outrance et à la désinformation, de la part de notre allié américain, comme d'ailleurs de la part du prédateur russe. Donc soit on dit rien et la faiblesse est escalatoire, soit on réagit sèchement et ça risque là aussi de paraître une surréaction. Alors en fait, French Response utilise ce que j'appellerais le pouvoir égalisateur de l'humour. Vous savez, dans la doctrine nucléaire française, on parle du pouvoir égalisateur de l'atome. Alors là, je trouve que la diplomatie française a trouvé comment utiliser le pouvoir égalisateur de l'humour qui permet de mettre les rieurs de notre côté tout en rétablissant les faits. Voilà, donc et sans totalement vexer Donald Trump non plus, parce que attention. C'est un compte officiel, il faut l'annoncer. C'est un compte officiel, qui est le compte de riposte du Quai d'Orsay, qui est essentiellement en anglais et qui permet de mettre les rieurs de notre côté. C'est-à-dire là où Trump ouvre la fenêtre d'Overton par l'outrance, voyez, en faisant nous-mêmes de l'humour, on lui oppose quoi, vous n'avez pas d'humour. Et donc pour l'instant, l'administration américaine n'a pas surréagi. Tout dernier mot, 30 secondes. Moi, j'ai géré quand j'étais à l'Élysée, les bordées de tweets qu'on recevait de la Maison-Blanche. La première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne doit surtout pas répondre à tout. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que parfois, il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Et alors, quand en plus on le dit avec humour, ça passera mieux. Mais la gestion de cette avalanche n'est pas impossible. C'est ça, même pour les journalistes. Merci beaucoup d'avoir participé à notre débat. Je vais rappeler le titre de vos livres, Anne-Cécile Robert, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales. On est aux éditions Armand Collin, Philippe Etienne, Le Sherpa, votre histoire, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, aux éditions Talendier. À très bientôt sur l'antenne de Public Sénat. Je vous dis à demain, 18h, 22h. D'ici là, nos débats sur la plateforme publicsénat.fr, en podcast évidemment. Et notez que demain, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est Laurent Nunez qui sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale de Public Sénat. Belle soirée.